Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents avec nous. On va parler pénurie du médicament et on va essayer d'avoir plusieurs éclairages sur la situation avec la pharmacie, l'industrie, l'économie et aussi au niveau des hôpitaux, au niveau des médecins infectiologues ou encore des pédiatres de PMI et enfin à la ville avec la médecine générale. On va commencer avec le docteur Sonia Rabotosson, pharmacienne, qui va nous Bonsoir. expliquer quelle est la situation qu'elle vit et les différentes options qu'elle a et éventuellement solutions à proposer. Bonsoir à tous. D'abord, je tiens à vous remercier tous, Thomas et toute l'équipe du collectif, de m'avoir proposé d'intervenir encore une fois sur cette plateforme. Et ce que vous faites est très bien parce que ça permet en fait de rentrer vraiment dans le quotidien des Français et puis d'échanger ensemble par rapport à chacune de nos spécialités et de nos domaines de compétences. Moi, sur la pénurie de médicaments en officine, je voulais apporter euh, mon point de vue décliné sous trois points. Donc, le premier point, c'est l'état des lieux et les causes. Le deuxième point, les conséquences, mais certainement d'autres tout à l'heure vont en parler aussi. Et puis, le troisième point, c'est plutôt les solutions, ébauche de solutions ou orientation pour justement limiter ces fameuses pénuries. Donc, pour le premier point, en ce qui concerne l'état des lieux, en 2016, on comptabilisait 405 molécules, médicaments manquants en pénurie régulière. En 2019, il y en avait 1500. En 2020, 2400, donc 6 fois plus qu'en 2016. Et je ne sais pas combien il peut y en avoir en 2022, puisque cette année, c'est vraiment une explosion. En officine, par exemple, c'est lorsqu'on passe les commandes chez le grossiste le soir en fin de journée, c'est quasiment 50% de la liste qu'on envoie qui est marquée manquant. Donc, c'est plus ou moins long. Parfois, c'est que quelques jours, mais parfois, ça peut durer beaucoup plus longtemps et c'est vraiment quelque chose de très impressionnant puisque c'était rarement à ce niveau-là. Il y en a toujours eu, mais c'est rarement arrivé au niveau actuel. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'état des lieux. Et puis, ça concerne surtout des médicaments. Ça peut être des médicaments vraiment très classiques aujourd'hui. C'est l'amoxicilline sous différentes formes. C'est le Doliprane régulièrement sous les formes, soit les gélules. Si c'est pas les gélules, ça va être les comprimés. Si c'est pas les comprimés avalés, c'est les comprimés effervescents. En ce moment, c'est toutes les formes poudre en Doliprane sont manquantes. Il y a eu, il y a un mois et puis ça continue encore un peu aujourd'hui, des ruptures, de sirop. Donc c'est vraiment des choses, dont on a besoin tout de suite maintenant, mais voilà, il y en a pas. Donc voilà l'état des lieux. Les causes de ces, pénuries sont essentiellement, je pense, liées au coût de fabrication du médicament en France, donc le prix du médicament en lui-même. Et aussi des normes drastiques qui sont imposées aux industriels et aux différents intervenants, puisqu'il y a les normes européennes, mais il y a aussi les normes françaises, les normes RSE, les normes environnementales. Et tout ça entraîne en fait un fort climat de défiance entre les acteurs principaux que sont les laboratoires, les industriels donc, et les grossistes répartiteurs qui sont censés approvisionner les pharmacies 2 fois par jour en médicaments. Chacun, et on peut le comprendre, doit équilibrer son modèle économique et donc essaye de trouver des solutions pour équilibrer ce fameux modèle, parfois en exportant dans d'autres pays où le coût du médicament est beaucoup plus intéressant que le coût du médicament, que le prix du médicament en France. On évoque aussi la sous-évaluation de la production en post-Covid. Mais bon, là, c'est pas vraiment très documenté et on entend aussi cela en disant que, par rapport au covid, on avait diminué les productions et puis, tout d'un coup, en post-covid, les besoins, en fait,
enfin, voilà, sont beaucoup plus importants et que donc les anticipations ne sont pas au niveau de ces demandes. Ça concerne donc l'état des lieux et les causes. Le deuxième point, ça va être les conséquences de ces ruptures, mais que d'autres, après moi, vont certainement détailler aussi. Il faut savoir que les ruptures concernent, comme on le disait tout à l'heure, des médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur. Donc il y a une liste de ces fameux médicaments. Ce sont en général des médicaments, vraiment utilisés au quotidien, par, et les prescripteurs et par les pharmaciens qui les délivrent donc. Mais ces ruptures peuvent entraîner des conséquences assez graves puisque le pronostic vital peut être engagé à plus ou moins long terme en fonction de la maladie concernée. Il y a aussi des pertes de chance qui peuvent être vraiment importantes pour les patients puisque j'ai un exemple en tête d'une personne qui a été traitée avec Orencia pour, je crois que c'était pour une polyarthrite rhumatoïde et elle devait faire, des injections tous les 15 jours. Mais il y a eu quelques mois en fait où, il y avait des ruptures sur ce médicament et elle est restée, 1 mois entier, où donc elle a loupé, je crois, 3 injections et bien évidemment, plus de douleurs, difficultés, de marche et cetera, ce qui peut être envisagé dans des cas pareils. Donc des conséquences, plus ou moins graves, mais en tout cas, pas de disponibilité, d'un médicament et surtout quand il n'y a pas d'alternative possible, au traitement, ça peut être, très, très embêtant, pour tout le monde. Enfin, le troisième point, c'est les solutions que l'on pourrait, Sonia, évoquer avant que pour tu donnes les solutions, oui. toi, pour le vrai Ségur de la santé, tu avais parlé des grossistes et on en parle aussi beaucoup. Mmh. Est-ce que tu veux repréciser un peu comment le circuit du médicament? Parce qu'en fait, ici, on essaie de faire un peu de pédagogie aussi. Mmh. L'idée, c'est que les 200 000 membres de la page Facebook et autres euh, Comprennent. aient cette info de comment fonctionne en fait le médicament. Pourquoi, toi, dans ton officine, après, tu vas te retrouver parfois coincé, tout en Mmh. sachant que derrière toi, il y aura une intervention plus sur le côté économique de pourquoi tel médicament va manquer dans la Mmh. production ou alors par l'effet de demande supplémentaire. Voilà. Donc, si tu peux nous D'accord. redire comment toi, tu négocies ton médicament, comment il arrive, qui, au niveau de l'État, décide que tu vas avoir des médicaments dans ta pharmacie ou pas. Alors, en fait, il y a, pour les médicaments, ce qu'on appelle donc les AMM, les autorisations de mise sur le marché et donc ça, c'est étudié en amont avec les pouvoirs publics, le ministère de la Santé, les différents organismes, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et les laboratoires, les fabricants. Donc comment dire? Le fabricant va négocier, discuter, avec les pouvoirs publics de, comment on met sur le marché son médicament et cetera et là, il y a toutes sortes d'obligations, qui sont, mises sur la table, les obligations de détenir un stock minimal, les obligations de disponibilité et cetera. Enfin, c'est très, très encadré. Une fois que l'autorisation, est donnée, ensuite le médicament est sur le marché et là, le laboratoire, donc l'industriel, doit, fournir les différents grossistes répartiteurs qui, eux-mêmes doivent ensuite, fournir les officines de France et il y en a, je crois, à la louche, heu, 1 pour, 3 500 habitants et donc, c'est plus ou moins bien réparti, sur le territoire français, mais enfin, ce sont les grossistes répartiteurs qui doivent ensuite, livrer les différentes, pharmacies d'officine. Donc les pharmacies passent les commandes directement au niveau des grossistes qui vont, s'occuper, de les livrer. Les industriels vont, eux, livrer les grossistes répartiteurs. Mais on va l'aborder tout à l'heure, parfois les laboratoires décident du quota et de la cadence de livraison pour les grossistes.
Et ça, c'est assez dangereux parce que normalement, ça devrait être défini par quelque chose de plus neutre comme l'Agence nationale de sécurité du médicament et non par eux directement. Voilà, donc le médicament, une fois qu'il est mis sur le marché, le laboratoire va distribuer au niveau des grossistes en fonction des commandes des grossistes et de leurs besoins. Et les pharmaciens d'officine viennent commander auprès des grossistes répartiteurs pour que, on retrouve les médicaments tous les jours, au niveau de l'officine. Voilà un peu le circuit. Ok. Et du coup, toi, tes solutions, alors, tu avais dit que tu avais des solutions peut-être en vue par rapport à tout ça? Oui, effectivement des ébauches de solutions, de renforcer les contrôles par l'Agence nationale de sécurité du médicament et aussi les obligations des acteurs dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les laboratoires et les grossistes répartiteurs. Donc, renfor comment? C'est pas Ah moi. ça ah d'accord, OK. Hmm. Oui, donc renforcer les contrôles par l'ANSM et les obligations des différents acteurs. Déterminer, le contingentement par, l'ANSM. Donc il faudrait que ça soit l'ANSM qui détermine les contingentements et non les laboratoires. Comme je disais tout à l'heure, parfois certains laboratoires décident, que, les grossistes répartiteurs, n'auront pas plus de temps d'unités, pour telle ou telle, spécialité médicamenteuse. Et ça, c'est risqué parce que, ce n'est pas au laboratoire de décider, si le grossiste doit avoir tel ou tel, médicament. Il faut que ça soit en fait une concertation. Ensuite, troisième point, c'est, l'obligation de disponibilité. On l'a évoqué un peu tout à l'heure lors des discussions avec les pouvoirs publics. Il y a cette obligation de disponibilité. Il faudrait, renforcer la loi pour mieux encadrer cette obligation de disponibilité. Il y a aussi l'obligation de constituer un stock minimal pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Par exemple, les parlementaires avaient demandé un stock minimal de 4 mois. Le gouvernement, lui, a validé 2 mois de stock minimum et on se rend compte qu'en officine, les ruptures durent en moyenne 8 mois. Donc il faut rediscuter, de cette fameuse, obligation de stock minimal. Également renforcer les sanctions, pour défaut de gestion d'approvisionnement puisque, par exemple, en 2019, 2 laboratoires avaient été sanctionnés, financièrement, pour, défaut d'information liée aux ruptures de stock. Mais les sommes étant, assez dérisoires, du coup, c'est pas assez dissuasif. Alors, je suis pas pour les sanctions, à tout prix, mais il y a quand même un minimum de règles à respecter. Par exemple, Sandoz en 2019 avait eu comme sanction 830 € et Pfizer 5 807. Donc, j'imagine que pour ces laboratoires, ce sont des sommes qui sont absolument pas, dissuasives de quoi que ce soit. Il y a également l'aide à la relocalisation des médicaments et cette relocalisation, elle doit être dirigée vers les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, essentiellement anciens, puisque ce sont les médicaments les plus utilisés. Mais ça permettrait d'augmenter les capacités de production française. Alors soit on relocalise pour fabriquer en France, mais on peut aussi imaginer qu'on pourrait stocker en France parce que, les 3 pays les plus importants en ce qui concerne la fabrication de médicaments, en fait, ce sont, 2 pays d'Asie, l'Inde et la Chine. En un, il y a l'Inde. En 2, il y a la Chine. En 3, il y a les États-Unis, mais les États-Unis, c'est plus pour tout ce qui est, médicaments d'inno Remets le son, Sonia. ah, ça a été coupé. Ouais, ça a Là, je l'ai été coupé. remis, c'est bon? Oui. Voilà, donc je disais que Sandra, excusez-moi, mais Sandra, il faut absolument que vous coupiez votre son et la caméra, tout ça, parce que ça intervient tout le temps. Merci. Donc, oui, excuse-nous. donc il y a pas de souci. Donc je disais que pour la relocalisation, on parlait de relocaliser, la fabrication de certains médicaments en France. Heu, je voudrais, juste revenir sur, un point, c'est que, aujourd'hui, les médicaments sont essentiellement fabriqués dans 2 pays d'Asie que sont l'Inde et la Chine, pour tout ce qui est médicaments, les plus classiques, on va dire, c'est-à-dire, je pense, 80 des principes actifs et puis
Une autre partie de médicaments est fabriquée aux États-Unis, mais ça concerne essentiellement tout ce qui est innovant, les médicaments innovants. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'on relocalise la fabrication ou est-ce qu'on stocke en France? Parce que les médicaments, par exemple, qui sont fabriqués en Asie, en Inde et en Chine, ce sont des médicaments dont la date de péremption est assez longue. Donc, on pourrait imaginer ne pas relocaliser la fabrication, mais juste relocaliser le stockage, par exemple. Ça nous permettrait déjà d'avoir un stock tampon et d'éviter des ruptures. Après, on peut aussi imaginer que la relocalisation ne doit pas être uniquement, franco-française. On peut imaginer quelque chose, entre les différents pays européens. Par exemple, les, pouvoirs, publics européens pourraient se répartir les différentes, comment dire? Phases de fabrication du médicament sur le territoire européen. Je m'explique, c'est que pour fabriquer un médicament, en fait, il faut d'abord fabriquer le principe actif. Ensuite, il faut fabriquer la forme médicamenteuse, donc fabriquer le médicament lui-même, gélule, sirop, injectable, et cetera, spray. Et puis troisièmement, conditionnement, et distribution du médicament. Donc on pourrait imaginer que sur, cette chaîne de fabrication, différents pays européens puissent se répartir les phases de fabrication. Ça nous permettrait d'avoir au niveau européen, la possibilité justement d'éviter d'être trop en attente des pays asiatiques. Mais encore une fois, le vrai nerf de la guerre, c'est, le prix du médicament. Il faudrait réévaluer les prix du médicament puisque encore une fois, les laboratoires et les autres acteurs, les laboratoires et les grossistes d'ailleurs, doivent équilibrer leur, modèle économique et c'est impossible avec le prix actuel du médicament en France. C'est tellement bas qu'ils sont obligés de trouver d'autres solutions. Il y a non Alors, seulement le Sonia, prix, ça tombe bien que tu me parles du prix du médicament parce que là, c'est d'économie. voilà, donc là, il y Et, aura un et du intervenant coup, plus il va tard. falloir que je fasse intervenir Frédéric Bizarre parce qu'il nous fait la gentillesse de venir aujourd'hui discuter avec nous de tout ça. Mais surtout, il a un impératif à 20h15 et ça serait dommage qu'on se gage de son expertise. Mais on pourra Mmh. justement rebondir aussi par rapport à ça. Donc, Mmh. je vais essayer de le retrouver et lui donner la parole.